Les premières frappes gauloises ont une fonction de prestige. Elles sont émises par des chefs de guerre, soucieux de s'identifier aux conquérants macédoniens. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, chaque cité tente d'individualiser sa monnaie et l'iconographie monétaire s'enrichit de toute l'exubérance de l'art celtique. Les cités tirent ainsi bénéfice du change, prélèvent taxes et péages, tandis que le commerce à longue distance s'accroît. À l'époque, la monnaie gauloise ne circule pas. Elle reste enfermée dans sa zone d'émission, qui est à peu près la zone des cités gauloises, qui sont la surface d'un département en gros. Au sud-ouest, les monnaies à la croix des Volques dérivent des émissions de Roda, comptoir grec d'Espagne. Peu de peuples inscrivent leur nom sur les monnaies, comme ici les vols carrés comiques. Les élusates se distinguent par un style très géométrique. Les arvernes, eux, émettent des monnaies d'or, d'argent, de bronze. On raconte même que leur roi Luerne jetait l'or du haut de son char. Les Lémovis exploitent les riches mines d'or du Limousin dont une faible part est monnayée. Les monnaies pictones révèlent l'alliance de la cité, tantôt avec les Aquitains, tantôt avec les Armoricains au nord. Le système armoricain se caractérise par un cheval à tête humaine au revers. Plusieurs monnayages montrent des petites têtes qui pendent à l'extrémité de cordons, comme sur ces monnaies lamnettes ou sur ces pièces vénètes. On y voit la référence au rite des têtes coupées que mentionne le texte latin. Les riedones agrémentent souvent leurs pièces d'une roue. Les unelles se reconnaissent au tatouage sur le visage, et l'appauvrissement en or, au fur et à mesure des émissions, est visible sur ces deux pièces solaires que cénomanes, reconnaissables par leur cheval ailé androcéphale qui piétine un guerrier. Les Olerques et Burovis occupent la région d'Évreux. Le col et le cou du vêtement, quand on fait tourner la pièce, deviennent un sanglier. Au revers, on retrouve ce même petit sanglier en seigne sous le cheval. Les carnutes, rendus célèbres par l'Assemblée annuelle des druides, se reconnaissent à l'aigle et à l'aiglon au revers. Chez les Parisis et les Ambiens, la chevelure occupe presque toute la pièce. Dans la puissante cité des Rèmes, très tôt en contact avec Rome, le pouvoir est confié à 3 magistrats. Dès le début du IIe siècle avant Jésus-Christ, les peuples du centre-est, comme les Séquanes ou les Éduins, choisissent un modèle romain pour leur monnaie. C'est le denier gaulois. Dans la vallée du Rhône, la plupart des monnaies reprennent le type romain au dioscure. Les allobroges, eux, innovent avec un bouquetin au revers. L'évolution vers une économie monétaire se fait à des rythmes différents selon les régions. Dans l'ouest armoricain, le monnayage de cité se maintient jusqu'à la conquête romaine. Les cartes de répartition des monnaies isolent parfaitement celles des osismes de celles des coriosolites ou des Olerques cénomans. L'étude numismatique permet d'identifier dans une même série monétaire des variations iconographiques. Cette série, attribuée aux riedones, se caractérise au droit par une tête tournée à droite avec une chevelure en 3 ondulations, terminée par 3 chignons en forme de lyre affrontée. Ces ondulations sont rassemblées par une double couronne de laurier, serrée en haut et en bas par un lien. Au revers, un cheval à tête humaine est conduit par un aurige qui tient les rênes. Dessous, la roue est le plus souvent à 8 raies dans un cercle perlé. Cette série monétaire se décline en 8 classes. La première a une grosse mèche sur la joue, un œil composé de 2 traits, une volute sort de la bouche.
Pour la classe 2, la chevelure est ornée de lignes perlées. La classe 3 a une mèche sur la joue et le nez est pointu. La queue du cheval est toujours rehaussée de 2 lignes perlées. La classe 4 présente un style beaucoup plus lourd et au revers, la roue est à 4 raies. Pour la classe 6, le graveur privilégie la chevelure aux dépens du visage. Au revers, le cheval est tourné à gauche et non plus à droite. Pour la classe 7, le globe oculaire est figuré en relief. L'ornement linguiforme est très long et partiellement perlé. Au revers, une tête coupée pend devant le poitrail du cheval. Pour la classe 8, très différente, le visage est barbu, ce qui est très rare dans la numismatique celtique. Chacune de ces variations correspond à une émission différente. Dans les régions où les liens commerciaux avec Rome se développent très tôt, les monnayages des cités font place à des fédérations monétaires qui choisissent un étalon d'argent. Dominant les bassins du Rhône, de la Seine et de la Loire, les Éduins sont frères et amis du peuple romain dès le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est alors qu'ils adhèrent à une fédération monétaire regroupant les peuples du centre-est qui prend pour prototype le denier républicain romain. Très astucieusement, cette nouvelle monnaie pèse le poids d'un demi-denier romain. Elle est sensiblement égale à la drachme légère de Marseille. Cette politique monétaire favorise le commerce et permet un échange facile tant avec Rome qu'avec Marseille. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, les chefs gaulois inscrivent leurs noms sur les pièces en tant que magistrats monétaires, que chefs ou que financeurs de l'émission. L'Itavicos est le vergobre, c'est-à-dire le chef élu des Éduins. Il est pro-romain. Dumnorix est aussi Éduin, mais pro-indépendantiste. Il est considéré comme très puissant par César, car il a une nombreuse clientèle et a obtenu les péages en fermage. Dumnorix dirige la troupe des Éduins, qui part secourir Vercingétorix, assiégé à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Dans les fossés défendant l'oppidum d'Alésia ont été trouvées quantité de monnaies de toute provenance qui témoignent des différentes cités engagées aux côtés de Vercingétorix. Ces découvertes permettent d'ailleurs de dater précisément la réalité de leur circulation cette année-là. Le siège d'Alésia marque la fin de l'indépendance gauloise et l'annexion de la Gaule à Rome par César. Dès le début de la guerre, certains chefs gaulois avaient adopté un nom romanisé, prénom, nom et surnom. Cette monnaie était mise par Quintus Decius, fils de Sam, vers 57 avant Jésus-Christ. L'émission des monnaies gauloises ne s'arrête pas pour autant à la fin de la guerre, les Romains tolérant les émissions de métal de bronze et autorisant leurs alliés à battre monnaie. Les bronzes frappés à partir de 60 avant Jésus-Christ se multiplient, et certains portent aussi des tria nomina à la latine, révélant l'appartenance de certains Gaulois à de grandes familles romaines. Ici, Germanus Indutili Libertus, monnaie frappée en 8 avant Jésus-Christ. Cette masse monétaire considérable circulera jusqu'à la fin du siècle. Les trésors découverts permettent de reconstituer les axes de fuite des armées vaincues par les légions romaines. On a pu ainsi reconstituer le lieu de la défaite de la fédération armoricaine en 56 avant Jésus-Christ dans la région d'Avranches. Un des types de sites sur lesquels nous avons le plus d'informations finalement, parce que c'est là qu'on trouve le plus de monnaie, ce sont les sanctuaires. Pourquoi les sanctuaires? Parce que il y a d'abord des offrandes monétaires qui peuvent venir de très très loin et qui nous permettent de voir le rayonnement du sanctuaire, mais aussi les types de monnaies qui circulent en même temps dans un même site. Ici à Alonne, ce sont les potins qui sont dominants. Ce sont des pièces coulées spécifiques de l'économie gauloise. Les premières séries de potins, comme les potins à la grosse tête, imités du bronze massaliote au taureau chargeant, et les potins en personnage courant tenant un torque,
apparaissent dès le IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils circulent parallèlement aux monnaies de métal précieux. Leur émission est sans doute contrôlée par des grandes familles en Gaule chevelue et par les religieux des sanctuaires en Gaule belgique. Ils portent exceptionnellement des noms de chefs, comme ici Tog pour Togirix. L'iconographie des potins belges est plus riche et visiblement inspirée de la mythologie. Animaux fantastiques affrontés, bucranes, déesses nattées assises en tailleur et tenant un torque. Certains de ces potins sont diffusés très largement, tandis que d'autres sont utilisés exclusivement sur un site. Les potins apparaissent comme des monnaies privées, plus proches des jetons des chambres de commerce que des monnayages garantis par l'État. Donc l'aspect intéressant de ce site, c'est justement que sur une période aussi longue, entre le 2e avant et le 4e après, on a peu à peu une transformation des monnaies qui perdent leur caractère celtisant et gaulois pour peu à peu se romaniser, entrer dans un système monétaire un petit peu différent que celui de l'époque romaine, avec en parallèle l'arrivée justement de ces monnaies romaines qui peu à peu les remplacent. Et c'est cela que nous percevons parfaitement sur ce site.